Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jean Arnaud de la Banque des Territoires. Nous sommes, aujourd'hui ensemble jusqu'à 17 heures, pardonnez-moi, 17 heures pour, la présentation d'un appel à manifestation d'intérêt, qui s'appelle «Pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative». Je vous, propose tout de suite de partager mon écran pour découvrir cette présentation. Quelques propos liminaires, d'ordre technique. Vous ne vous vos micros sont désactivés pour, le confort de tous, donc on perd un petit peu en convivialité, mais je pense en confort d'écoute, et c'est ça le principal aujourd'hui. Retenez toutefois que nous sommes là pour présenter certes, cet, appel à manifestation d'intérêt, mais surtout pour, tenter de répondre à vos questions, sur, cette AMI qui sera à remettre, le 31 mars prochain. Hem, pour poser vos questions, n'hésitez pas, et ce dès le début de ce webinaire, à les poser dans le fil de conversation qui se trouve, en bas à droite de votre écran. Nous prendrons une demi-heure à la fin, de cette présentation, donc à partir de 16h30 pour, y répondre. Cette conférence sera enregistrée, vous pourrez, par la suite, très prochainement, dans les quelques jours qui suivront, cette présentation, vous, la découvrir, ainsi que le support de, présentation. Donc je vais tout de suite passer, la parole à, Xavier Long. J'en profite pour remercier l'INMA, représenté ici par Xavier Long et son équipe pour l'organisation de ce webinaire. Vous êtes très nombreux dans les métiers d'art à nous rejoindre aujourd'hui et nous en réjouissons. Xavier, c'est à vous. Merci Jean et bonjour à tout le monde. Écoutez, moi aussi je suis très heureux en tant que directeur délégué de l'Institut national des métiers d'art de pouvoir vous accueillir pour ce webinaire. On est très heureux d'accueillir le ministère de la Culture, très heureux d'accueillir la Banque des Territoires pour parler de métiers d'art, pour parler de solutions concrètes, ambitieuses, qui partent des territoires et donc qui partent du plus proche des ateliers, des professionnels, des entreprises. Ce qui nous tient à cœur. Alors nous voyons dans cet appel à manifestation d'intérêt, l'occasion pour, les différents acteurs qui œuvrent au développement des métiers d'art, un peu partout en France, déjà de se structurer, de renforcer leurs actions, de soutenir les nombreuses initiatives qui sont déjà à l'œuvre, un peu partout, mais qui, manquent, parfois, ou encore de moyens. C'est aussi l'occasion de réunir, tous les professionnels, quelle que soit leur taille, les indépendants, les entreprises, de pouvoir les réunir avec les collectivités, les consulaires, les acteurs de la formation, les tiers-lieux, les acteurs de l'innovation autour de projets concrets et des projets concrets qui sont centrés sur, les problématiques des professionnels, les problématiques majeures, qu'on connaît, le recruter, transmettre ses savoir-faire, réussir, sa transition numérique, ses transitions énergétiques et écologiques aussi, et puis trouver les bons outils pour se développer avec les bons acteurs. Donc pour nous, cet appel à manifestation d'intérêt, il peut permettre tout ça, et du coup, je vais donc pouvoir laisser la parole avec plaisir à tous les intervenants pour pouvoir répondre à vos questions. Je Jean? disais oui, merci Xavier beaucoup, pour cette introduction, et je remercie encore une fois les équipes de l'INMA pour l'organisation de ce webinaire. Je signale également la présence de Florent Kieffer et de Emma Schneeberger du ministère, qui nous font le plaisir d'être avec nous et qui pourront également être des relais sur vos interrogations si toutefois elles subsistent après ce webinaire. Sans plus attendre, je voulais excuser l'absence de Fabrice Casadebé, du secrétariat général pour l'investissement, mais Sébastien Thévenet, du ministère de la Culture, qui est délégué aux entreprises culturelles, dans cette direction qui s'appelle la DGMIC, pourra présenter, bien sûr, la stratégie France 2030 et la stratégie
d'accélération des industries culturelles et créatives dont on va parler aujourd'hui et dans laquelle s'inscrit notre appel à manifestation d'intérêt. Nous aurons également Maude Franca. Bonjour Maude, qui est directrice adjointe mandat et investissement d'avenir à la Banque des Territoires. Bonjour. Bonjour à tous. Et moi-même, donc chargé de projet PIA à la Banque des Territoires, spécifiquement sur cet appel à manifestation d'intérêt. Nous allons donc entendre Sébastien Thévenet sur la stratégie d'accélération des ICC et France 2030. Maude interviendra pour qualifier et décrire l'action de la Banque des Territoires dans le secteur culturel, qui s'étend depuis maintenant de longues années. Sébastien reviendra pour expliquer ce qui a présidé, les grandes idées qui ont présidé à la rédaction de ce cahier des charges pour l'appel à manifestation d'intérêt pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative qui nous rassemble aujourd'hui. Je prendrai son relais pour parler véritablement des modalités de candidature. Et comme promis, on prendra une trentaine de minutes pour répondre à vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à les poser dès maintenant sur le fil de conversation ou chat pour qu'on puisse les référencer et puis les porter à la connaissance des intervenants. Sébastien, j'en ai terminé. C'est à vous pour la stratégie d'accélération des ICC et France 2030. Merci beaucoup Jean, bonjour à toutes et à tous. Donc en quelques slides, je vais vous présenter le plan France 2030 pour que vous compreniez bien le contexte dans lequel s'inscrit le dispositif AMI Pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative et surtout que vous compreniez les grandes caractéristiques de ce plan et les principaux axes de sa doctrine d'intervention qui s'applique à ce dispositif comme à tous ceux que nous avons lancés jusqu'à présent. Alors, nous nous plaçons du point de vue des industries culturelles et créatives dans ce plan France 2030. Industries culturelles et créatives au sens large, vraiment on entend tous les acteurs économiques qui font partie du périmètre d'intervention du ministère de la Culture. Et donc, les métiers d'art sont bien évidemment représentés parmi ces secteurs et doivent se considérer comme des acteurs pleinement éligibles au dispositif que nous déployons dans ce cadre. Pourquoi les industries culturelles et créatives dans France 2030? Parce que cette filière constitue une filière très importante d'un point de vue économique au sein de l'économie française. Vous avez quelques chiffres ici. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'elle est stratégique parce qu'elle est à l'origine de la façon dont nous constituons nos imaginaires communs, qu'elles ont un rôle sociétal, comme vous le savez, très important. Et donc, elles ont été, au-delà de leur simple poids économique, considérées comme une filière particulièrement importante et qui donc devait trouver une place toute particulière dans France 2030. Comment est-ce que France 2030 se déploie sur ce secteur? Alors, France 2030, c'est un grand plan de 54 milliards d'euros. Je vous passe les détails sur toutes les poches, sous-poches administratives qui alimentent ce plan. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'adresse à 10 grands objectifs. Il doit répondre à 10 grands objectifs. L'un de ceux-ci consiste à produire les contenus culturels de demain. Donc, on se place vraiment comme je vous le disais, sur les ICC au sens large, et aussi on se place dans la perspective de ce qui vient de l'innovation, qui va être en fait la caractéristique principale de toutes nos interventions via France 2030. Donc pour la culture, nous avons 1 milliard d'euros qui est dédié à cet objectif de produire les contenus culturels de demain. Et ce milliard d'euros est séparé en plusieurs volets que je vais rapidement vous présenter. Dans un premier temps, nous avons une stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives dotée de 400 millions d'euros. Et alors, pour que vous compreniez un peu dans quoi s'inscrit cette stratégie, sur la slide suivante, vous avez un peu la démarche dans laquelle on s'est inscrit. Une démarche qui est en fait une démarche de structuration de la filière des ICC, qui est lancée par le président de la République au printemps 2019. Pour comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques transversaux qui traversent tous ces secteurs culturels, nous menons des états généraux des industries culturelles et créatives fin 2019, début 2020. Le tout dans une démarche interministérielle. France 2030 est pilotée par le secrétaire général pour l'investissement des services du Premier ministre,
Le ministère de la Culture est chef de file de cette démarche, mais participe également le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Transition écologique, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Europe et Affaires étrangères, etc. Ces dispositifs sont conçus par l'État, mais sont mis en œuvre par des opérateurs officiels du plan France 2030. Notre opérateur principal est présent aujourd'hui, la Caisse des dépôts Banque des Territoires, qui met en œuvre un grand nombre des actions que nous lançons dans le cadre de France 2030. Mais nous travaillons également avec BPI France, avec l'IFSIC, avec Business France ou encore avec l'Institut français. Quel est le constat que nous faisons dans le cadre de ces états généraux et auxquels nous tentons de répondre avec cette stratégie d'accélération? Ces constats sont plusieurs, sont nombreux. Le premier, c'est une difficulté d'accès au financement pour les acteurs culturels, pour les entreprises culturelles, qui, lorsqu'elles s'adressent au réseau bancaire traditionnel, rencontrent des difficultés dans l'appréciation de leur modèle économique, dans l'appréciation de leur plan d'affaires, de leur projection stratégique. Un autre des constats que l'on fait, c'est une concurrence accrue liée à la transition numérique des acteurs culturels, une concurrence qui maintenant se place à un niveau international avec des plateformes, notamment nord-américaines, qui prennent une place toujours plus importante au sein de l'accès à la culture, et donc une concurrence accrue qui vient peser sur les acteurs français. Une transformation des modes de création, quels que soient les secteurs culturels, là aussi essentiellement lié à la transition numérique, mais nous voyons que les modes de création, que ça soit dans le spectacle vivant, que ça soit dans les métiers d'art, que ça soit dans le cinéma ou la diffusion du patrimoine, les modes de création et de valorisation du patrimoine sont profondément modifiés. Et enfin, bouleversement dans les modes de production et de diffusion. L'accès à la culture est transformé, de nouvelles plateformes apparaissent. Les modes d'accès, les modes de, on peut dire les modes de consommation, que ce soit par abonnement, par achat, que ça soit via des opérateurs publics ou via des opérateurs privés, tout cela est largement bouleversé. Pour répondre, une stratégie en 5 axes, dotée de 400 millions d'euros sur 5 ans. Un premier axe qui s'intéresse à la solidité et à la compétitivité des entreprises. C'est là où on retrouve les fonds d'investissement, fonds de prêt, tout ce qui concerne la formation, la création de dispositifs de formation, le soutien à la structuration des acteurs via, par exemple, des accélérateurs d'entreprises. Un deuxième axe qui est dédié à la transition numérique. Donc là, on adresse tous les sujets de transition numérique et d'innovation, que ça soit l'expérience augmentée du spectacle vivant, la numérisation du patrimoine et de l'architecture, que ça soit les enjeux liés à l'intelligence artificielle, à l'économie de la donnée, etc. Un troisième axe dédié à l'internationalisation des acteurs culturels, avec un certain nombre de programmes d'accompagnement tels que Culture Export et ICC Immersion que nous avons lancés. Un quatrième axe dédié aux nouvelles dynamiques de transformation territoriale, et c'est dans cet axe-là que se trouve le dispositif que nous allons vous présenter aujourd'hui dédié aux pôles territoriaux. Et enfin, un cinquième axe dédié à la transition écologique des acteurs culturels via l'innovation et via l'expérimentation que nous avons d'ores et déjà commencé à mettre en œuvre via un appel à projet Alternative Verte. Donc au total, un grand nombre de dispositifs, mais qui ont pour trait commun de se placer dans une démarche ouverte. Il y a toujours un appel à candidature qui peut prendre la forme d'un appel à projet, d'un appel à manifestation d'intérêt, d'un concours, et vous allez pouvoir répondre à cet appel à candidature en répondant à un cahier des charges qui est publiquement mis à votre disposition, que ce soit sur le site du ministère ou sur le site de l'opérateur, en l'occurrence la Caisse des dépôts. À cette stratégie d'accélération se sont adjoints 2 ou 3 nouveaux volets dans le cadre de France 2030 qui nous ont permis d'obtenir un budget de 600 millions d'euros supplémentaires. 2 de ces volets sont traités via un seul dispositif qui a été lancé en mai 2022, qui est mis en œuvre par la Caisse des dépôts en lien avec le CNC, qui s'appelle la Grande Fabrique de l'Image, qui concerne donc les studios de production, les studios de tournage et de post-production, mais également les formations
la création de nouveaux dispositifs de formation dans les domaines de l'image et du son. Et enfin, un troisième volet qui est encore à venir, qui sera dédié aux applications culturelles des technologies immersives. Alors, tous ces dispositifs, grande fabrique de l'image, stratégie d'accélération, technologie immersive, tous les dispositifs qui sont lancés dans ce cadre répondent systématiquement à un certain nombre de principes d'intervention communs. D'une part, une doctrine exigeante et des principes de cofinancement des projets. France 2030 ne va jamais financer 100% d'un projet, il ne sera qu'une partie du budget total. Pourquoi? Parce que la viabilité, la solidité, l'intérêt du projet doit être démontré par l'apport de cofinanceurs. Ces cofinanceurs peuvent être publics, peuvent être privés, mais ils viendront systématiquement compléter l'intervention, le soutien que vous pourrez recevoir via France 2030. Il s'agit, comme je l'ai déjà dit, de systématiquement financer des projets innovants. Alors, c'est innovation au sens large, innovation technologique, innovation d'usage, innovation de modèle économique, innovation d'organisation, mais il faut toujours que vous soyez en mesure de mettre en avant une dimension innovante dans le projet que vous déposez. Des innovations qui, en général, vont contribuer à la transformation de la filière. Nous recherchons des projets ambitieux qui vont dépasser le simple cas d'usage ou la simple activité d'un seul acteur isolé, mais qui vont pouvoir avoir une dimension de reproduction et intéresser l'ensemble d'un secteur culturel, voire l'ensemble de la filière des industries culturelles et créatives. France 2030 va systématiquement intervenir en amorçage qui va permettre un passage à l'échelle d'un projet ou alors la création d'un projet encore nouveau. Projet qui devra par la suite démontrer sa viabilité économique. C'est-à-dire qu'une fois cette intervention en amorçage, qui peut être d'un montant significatif, le projet doit être capable d'assurer sa propre pérennité financière. Souvent, ça passe par le développement de ressources propres qui vont permettre de couvrir les coûts de fonctionnement. Et donc, France 2030 intervient souvent sur de l'investissement qui va permettre à votre projet de passer à une échelle supérieure. France 2030 est ciblée essentiellement sur des démarches entrepreneuriales. Alors, démarches entrepreneuriales, ça peut concerner des entreprises, mais aussi des associations, voire des établissements publics. Nous sommes agnostiques par rapport à la forme juridique du candidat et du lauréat. Il faut toujours qu'il y ait cette idée d'activité économique associée à une prise de risque, quelle que soit l'entité porteuse du projet. Et enfin, une approche sélective qui va favoriser l'ambition de projets à impact. Comme je vous l'ai dit, nous recherchons des projets ambitieux, nous recherchons des projets structurés qui vont avoir une capacité d'entraînement sur une grande part de la filière. Et donc, en général, les comités d'évaluation, qui sont composés de personnalités qualifiées indépendantes, vont appliquer un taux de sélectivité en fonction des appels à projets qui va varier entre 20 et 30%. Donc, peu de lauréats, mais des montants conséquents qui vont être misés sur des projets très ambitieux et très bien structurés. Toutes les informations sur les dispositifs que nous avons lancés jusqu'à présent et que nous aurons vocation à lancer sont présentes sur le site du ministère de la Culture et plus précisément sur la page stratégie-ICC. Vous verrez la douzaine de dispositifs que nous avons lancés à date. Ça peut concerner la formation avec l'ANI Compétences et Métiers d'Avenir. Ça peut concerner le financement avec le Fonds de prêt à l'innovation de l'IFSIC. Ça peut concerner la transition numérique des acteurs culturels avec notre appel à projet sur les billetteries innovantes, sur la numérisation du patrimoine, sur l'expérience augmentée du spectacle vivant. Tous ces dispositifs ont été lancés en lien avec la Caisse des dépôts. Et donc, vous trouverez sur ce site l'ensemble des dates pour postuler et les cahiers des charges qui vous permettent de comprendre quels sont les objectifs de ces dispositifs et les critères sur lesquels sont évaluées les candidatures. Voilà pour la présentation générale de France 2030. Et maintenant, je vais repasser la parole à la Caisse des dépôts, Maud Franca, pour vous présenter les actions de la Banque des Territoires via France 2030. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, en effet, la Banque des Territoires, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur majeur du développement territorial en France. On accompagne
les collectivités locales et leurs partenaires dans leur développement, mais aussi dans leur transformation, qu'elle soit digitale, écologique. On a donc un certain nombre d'expertises, des expertises évidemment financières, des expertises en ingénierie, des expertises métiers, numériques, transition écologique, qu'on peut mettre aussi au service de certains mandats qui nous sont confiés. On est notamment, donc, depuis 2010, c'est l'opérateur historique des investissements d'avenir depuis 2010, et on gère aujourd'hui environ 15 milliards d'euros pour plus de 35 actions qui sont gérées. Dans le secteur culturel, là aussi, donc on est un des opérateurs historiques des investissements d'avenir dans le champ culturel. C'est une action qu'on développe très étroitement avec le ministère de la Culture, bien sûr. Et donc, on a commencé en 2010 sur des premiers enjeux qui étaient des enjeux de numérisation des collections, des œuvres. Et donc, on a participé et contribué à numériser des centaines de milliers d'œuvres avec des actions culturelles qui sont importantes, comme la BNF, la RMN, le Centre Pompidou, mais aussi des institutions privées comme Gaumont, par exemple. En 2017, on a poursuivi ces actions en faveur du secteur culturel avec d'autres enjeux qui étaient plus numérisés, mais de savoir maintenant comment on pouvait valoriser ces actifs immatériels. On a créé un fonds d'investissement, l'AMI Culture, Patrimoine et Numérique, qui nous a permis aujourd'hui d'investir dans 14 participations et qui permettent de créer des joint ventures publics-privés, donc créer des sociétés entre des acteurs des institutions publiques culturelles et des acteurs privés sur des marchés émergents ou pour profiter ou pour bénéficier des opportunités de développement que peuvent offrir les nouvelles technologies et qui permettent justement d'ouvrir des marchés où il y a besoin en même temps des savoir-faire métiers, mais en même temps des savoir-faire technologiques. Donc, on a créé, par exemple, dans le cadre de ce fonds, le Grand Palais Immersif, qui est la filiale de la RMN pour les expositions immersives et numériques. On a créé également IRCAM Amplify, qui est la filiale de l'IRCAM, que vous connaissez bien, la Philharmonie des enfants, et d'autres participations, donc 14 aujourd'hui. En 2021, on a poursuivi donc nos actions par la stratégie des accélérations industrie culturelle et créative que vous a présenté Sébastien tout à l'heure, et qui est justement là de l'intervention en subvention. Nous sommes, ça fait le 5e appel à projet là que nous lançons avec les pôles culturels et créatifs territoriaux. Et donc, pour l'ensemble de ces actions, nous avons une équipe qui est vraiment dédiée aux actions culturelles et qui a en même temps des expertises dans le champ de la culture, mais aussi dans le financement de ces industries. Alors, peut-être, avant de laisser la parole à Sébastien et à Jean pour que vraiment ils rentrent dans le détail de cet appel à projet aujourd'hui, moi, je voulais vous passer quelques messages. Vous allez voir, en effet, entre cette AMI et l'appel à projet, on va avoir 2 ans. Alors, 2 ans, il y a beaucoup de personnes qui me disent à chaque fois, mais ça fait beaucoup, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben justement, on a 2 ans, mais 2 ans pour faire émerger, structurer des pôles ambitieux sur les territoires. 2 ans pour travailler en étroite collaboration avec les DRAC, les régions, les représentants de l'État France 2030 sur les territoires, pour justement faire ce dont parlait Monsieur Xavier Long en début de cette présentation, c'est que de ce webinaire, c'est qu'on a là l'occasion avec cet appel à projet de créer en fait, de structurer des initiatives, de pouvoir justement profiter de fédérer un certain nombre d'acteurs qui répondent à l'ensemble des besoins de la filière, former, recruter, mais aussi s'équiper, mutualiser de la R&D par exemple, mutualiser des capacités d'innovation aussi pour rester à la pointe des technologies et des techniques des métiers, pour être toujours compétitif et innovant. Et donc ça demande évidemment un peu de temps parce qu'il va falloir, en effet, pendant ces 2 années, justement, fédérer les acteurs, essayer aussi de travailler à regrouper des plus petits acteurs avec des acteurs référents des filières pour qu'il y ait vraiment une intelligence collective et vraiment un environnement
très propice et favorable au développement des entreprises, donc des métiers d'art et du secteur des métiers d'art. Donc ça, c'est important. Ça peut être aussi l'occasion, cet appel à projet, de recréer de l'activité économique sur les territoires grâce à la culture, grâce justement aux atouts dont nous bénéficions déjà. Et c'est vrai que les métiers d'art sont un atout important pour l'industrie culturelle française. Et donc, ça peut être là l'occasion de redynamiser un territoire justement en créant, en faisant émerger un pôle, nouvelle génération pour ces métiers d'art, mais aussi pour redynamiser, ça peut être l'occasion de redynamiser des filières qui sont parfois en perte de vitesse, mais qui ont besoin aussi d'être à la pointe des technologies et des nouvelles techniques pour leur métier. Ce qui est important aussi, le message que je voulais vous passer, c'est qu'on va soutenir dans cet appel à projet des initiatives publiques, privées. Ça, c'est important, c'est-à-dire que pour vraiment que ce pôle soit identifié comme créateur de valeur, l'idée, c'est aussi que les acteurs privés s'associent au développement du pôle. Donc, ça peut être, il peut y avoir des acteurs publics, par exemple de la formation, de l'enseignement, etc., mais aussi on souhaite que soient présents les entreprises du secteur, les professionnels du secteur, et qui puissent aussi participer sur le long terme, évidemment, à la pérennisation et notamment au financement de ces pôles. Donc, évidemment, vous voyez, tout ce travail qu'il va y avoir à faire, ça va nous demander du temps. Et c'est ce temps qu'on va vous laisser justement pour structurer ces projets, pour regrouper les bons partenaires et les bons acteurs qu'il faut pour avoir des environnements et des écosystèmes qui soient pertinents et performants pour les métiers d'art. Voilà, donc ça, c'est des messages que je voulais passer parce que souvent, évidemment, on nous dit 2 ans, c'est beaucoup, mais justement, c'est pas pour ressortir ce qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi pour projeter l'ensemble des entreprises des métiers d'art dans des environnements innovants et aussi qui permettent de leur apporter l'ensemble des solutions dont ils ont besoin et de permettre de répondre aux défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui et puis dans l'avenir. Voilà. Merci beaucoup Maude pour ces messages introductifs mais importants puisqu'ils vont guider, je pense, les candidats sur l'ensemble de ces 2 années. Nous allons passer maintenant au vif du sujet, l'appel à manifestation d'intérêt, le dispositif pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative. Et sans plus tarder, je donne la parole à Sébastien Thévenet, délégué aux entreprises culturelles du ministère dans cette direction qui s'appelle la DGMIC. Sébastien, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc là, en quelques slides, je vais vous présenter le type d'objet en fait que nous visons via cet appel à manifestation d'intérêt. Quelques exemples internationaux, quelques exemples nationaux, les caractéristiques communes qu'ont pour nous les pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative que nous visons via cette action. Donc, pour commencer, nous avons observé ce qui se faisait dans d'autres pays et nous avons identifié au Royaume-Uni une initiative qui avait été lancée en 2018 et qui visait le financement de 9 pôles territoriaux ou des clusters dans ce monde pré-Covid. Programme qui avait été financé à hauteur de 80 millions d'euros et qui développait donc des pôles dans un objectif de reconquête industrielle. Il s'agissait de s'inscrire dans l'économie locale et de la redynamiser. Redynamiser comment? En utilisant l'innovation pour développer de nouvelles activités ou alors pour redynamiser des savoir-faire traditionnels et innovation qui devait permettre d'attirer les compétences sur un territoire donné. L'objectif numéro 1 de ces pôles britanniques était de créer des produits, des offres, des expériences qui ensuite pouvaient être exportées à l'international et d'inscrire par la même occasion les industries culturelles et créatives comme étant un des moteurs essentiels de la croissance britannique.
Alors, en bas de la slide, vous avez quelques exemples de pôles qui ont pu être créés dans ce cadre. Vous en aviez un qui est dédié à l'économie de la donnée et comment les acteurs culturels peuvent s'emparer de l'économie de la donnée. Il se trouve à Édimbourg. Vous en avez un autre dédié à la production numérique à Cardiff, au Pays de Galles. Un troisième à Bristol et à Bath qui est dédié aux ICC de façon transversale, ou encore un autre que je vais vous présenter maintenant, installé à Londres et dédié à la filière mode, le Business of Fashion, Textile and Technology. Vous avez un site en bas de cette slide, Creative Industries Clusters, qui doit vous permettre d'avoir un aperçu un peu plus précis de la démarche et des 9 pôles qui ont été constitués au Royaume-Uni. Donc, si nous venons à l'exemple londonien, dédié à la filière mode et textile. Son principal objet, c'était l'innovation au sein de la chaîne de production et d'approvisionnement de la mode et du textile. Pour ce faire, l'action principale qui était utilisée, c'était la recherche et développement collaborative comme voie de croissance des différents acteurs de cet écosystème. L'objectif, via ces projets de R&D, c'était en l'occurrence le développement de nouveaux matériaux durables, nouveaux matériaux qui devaient s'adapter, qui devaient correspondre aux nouveaux modes de consommation. Pour ce faire, on a donc un écosystème qui s'est structuré autour des centres de recherche de 7 universités et institutions culturelles. Et l'idée autour de cette structuration, c'était de jouer sur un effet filière, à savoir associer des grandes multinationales qui avaient déjà une présence à l'étranger, qui avaient une capacité d'exportation des produits forte, avec des PME qui avaient des savoir-faire, qui pouvaient apporter des projets innovants sur tel ou tel chaînon de la chaîne de valeur, et associer le tout avec des entreprises issues des nouvelles technologies qui apportaient leurs solutions, leurs briques technologiques innovantes à ces acteurs de la filière mode et textile. Tout cet écosystème était organisé autour d'un lieu, un institut, l'Institut de la mode, des textiles et des technologies, qui servait de nœud à ce réseau. Et si vous souhaitez plus d'informations sur cet exemple londonien, vous avez là aussi un site en bas de la slide qui vous permet d'en savoir un peu plus. Donc ça, c'est ce qui nous a servi de référence, en tout cas de point de comparaison que nous avons pu identifier à l'étranger. Ensuite, nous avons cherché à voir ce qui existait un peu plus précisément en France, puisqu'il y a d'ores et déjà des pôles d'industrie culturelle et créative qui émergent, soit qui sont déjà présents depuis quelques années. La dynamique des pôles est de façon générale bien installée dans l'économie française, puisqu'on compte un grand nombre de pôles de compétitivité d'ores et déjà, également des pôles territoriaux de coopération économique. Vous avez également des clusters qui sont labellisés par la Commission européenne et le label ECEI. Ces pôles trouvent une résonance toute particulière dans le domaine des ICC, puisque les secteurs culturels sont de façon générale caractérisés par l'atomisation de leur tissu économique. Et donc, on a des acteurs souvent de petite taille, des TPE, PME, qui constituent presque la quasi-totalité des acteurs culturels et qui vont donc trouver un intérêt tout particulier à se regrouper pour atteindre une taille critique. C'est également une dynamique, celle des pôles territoriaux, qui va avoir un intérêt pour les collectivités. Pourquoi? Parce que les entreprises culturelles vont ainsi participer au dynamisme économique et social des territoires. Et enfin, quand on regarde les initiatives existantes, on voit qu'elles s'organisent en général selon deux prismes d'intervention. Vous avez soit la logique sectorielle, où en fait un territoire, un pôle territorial va devenir le spécialiste de tel secteur ou de tel domaine. Il va chercher à créer un avantage compétitif par rapport au reste du territoire français, et vous allez devenir les références dans tel secteur ou tel domaine. Ou alors, vous allez construire la valeur ajoutée de ce pôle territorial sur l'association de secteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble.
Vous allez associer par exemple au quartier de la création, des acteurs de l'architecture, des médias et du spectacle vivant. Et en faisant dialoguer ces secteurs, en brisant les silos sectoriels dans lesquels ils sont d'habitude enfermés, vous allez là aussi pouvoir créer une dynamique collective où les acteurs d'un secteur vont pouvoir s'inspirer, partager des moyens avec les acteurs d'autres secteurs. Nous avons identifié sur la carte à droite quelques initiatives pour que vous ayez en tête un peu qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par pôles territoriaux. Je précise néanmoins qu'il s'agit d'exemples illustratifs, non exhaustifs. Donc, si vous faites partie d'un pôle mais que vous n'apparaissez pas sur cette carte, pas d'inquiétude, vous êtes éligible au même titre que ceux qui apparaissent. Et à l'inverse, si vous avez été identifié parce que dans votre région, vous avez réussi à organiser un écosystème, ce n'est pas un avantage concurrentiel à date, vous avez des initiatives émergentes qui sont tout aussi éligibles à l'action que nous vous présentons aujourd'hui. Alors ensuite, on va essayer de vous donner quelques éléments de définition de ce que nous entendons par pôles territoriaux pour que vous ayez comme ça quelques marqueurs en tête au moment de constituer votre initiative et de construire votre candidature. Donc, le but, c'est favoriser la structuration d'un écosystème local d'innovation. Cet écosystème local va s'organiser autour d'un réseau physique. Vous allez créer des liens entre des acteurs des ICC principalement, mais également possiblement d'autres filières industrielles, et ce, sur un même territoire. L'idée derrière ce concept de territoire, qui peut être entendu au niveau essentiellement du quartier, pourquoi pas de l'agglomération, pourquoi pas imaginer des déclinaisons dans plusieurs agglomérations, c'est la proximité, c'est la complémentarité entre les acteurs de cet écosystème que vous allez être capable de mettre en avant. Donc, vous pouvez mettre derrière le concept de territoire un espace, enfin l'espace qui vous semble le plus approprié à votre démarche, mais il faut quand même avoir en tête que plus cet espace est concentré, plus il est dense, plus vous allez être en mesure de mettre en avant cette forte complémentarité entre les membres de cet écosystème. Ce pôle territorial est sous-tendu par des questions d'activité économique et donc, par nature, il est principalement composé d'entreprises culturelles. Néanmoins, ce qui va être intéressant, c'est que ces entreprises culturelles vont dialoguer avec d'autres acteurs. Ces acteurs peuvent être des structures d'accompagnement, que ce soit des incubateurs, des accélérateurs ou encore des pépinières d'entreprises. Ces entreprises culturelles vont être en lien avec des acteurs de la formation, que ce soit des établissements supérieurs, que ce soit des organismes de formation. Vous allez pouvoir vous assembler et dialoguer d'égal à égal avec ces entités liées à la formation, également des laboratoires de recherche ou encore des lieux de production et de diffusion pour les œuvres, pour les contenus, pour les offres culturelles que vous allez pouvoir construire dans le cadre de ces écosystèmes locaux. Et enfin, troisième type d'acteurs essentiels à ces pôles territoriaux, ce sont les collectivités territoriales qui vont vous permettre d'inscrire votre projet dans l'économie locale, dans une dynamique locale. Ces pôles vont faire office de facilitateurs qui vont vous offrir un espace et un soutien pour la collaboration des membres de cet écosystème. Et cette collaboration va permettre la croissance, le développement technologique et la maturation économique des membres de ce pôle territorial. C'est un objet qui va faire également office de fédérateur. Ce fédérateur, il peut être thématique, par exemple autour d'un savoir-faire traditionnel qui va être redynamisé grâce à des approches d'innovation. Fédérateur pour rassembler sur un territoire bien délimité l'ensemble ou en tout cas une bonne partie des acteurs culturels d'une ville et ainsi vous donner une visibilité forte au sein d'un territoire. Ensuite, on va vous présenter les objectifs et les types d'actions que ces pôles sont susceptibles de poursuivre. En général, ces écosystèmes s'organisent au profit de la compétitivité de ces acteurs membres. Compétitivité, on peut entendre aussi développement, on peut entendre structuration.
L'idée, c'est que vous arriviez à développer votre activité en vous organisant collectivement. Un des avantages de ces pôles territoriaux va être en général d'associer différents acteurs d'une même chaîne de valeur. Et là, en regroupant tous les acteurs de l'idéation, conception, création jusqu'à la distribution, diffusion, vous allez comme ça pouvoir créer des liens de proximité qui vont vous permettre de développer des synergies. Et ces synergies vous aideront à envisager des activités nouvelles, à créer des offres culturelles nouvelles, à développer des projets d'innovation. L'idée en général va également être de briser les silos sectoriels pour aller au-delà du type d'acteur, du périmètre des partenaires que vous avez l'habitude d'associer à vos projets. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les acteurs technologiques qui vont pouvoir vous apporter des solutions technologiques, des briques technologiques innovantes que vous allez pouvoir mutualiser entre les différents membres de ce pôle. L'action principale, on l'a vu dans le cadre des clusters britanniques, c'est le développement de projets collaboratifs de R&D. Vous allez également mutualiser l'accès à l'actif de formation. Je le disais, l'idée c'est de se regrouper pour atteindre une masse critique, une taille critique qui va vous permettre de dialoguer d'égal à égal avec des établissements d'enseignement supérieur. Et ce dialogue va pouvoir vous permettre de co-construire avec ces établissements des nouvelles formations adaptées à vos besoins ou alors d'adapter les cursus existants pour qu'ils soient en totale adéquation avec l'évolution de vos activités. Un des intérêts va être également de bénéficier d'infrastructures et d'équipements partagés. Ça peut être des machines de production, ça peut être également des plateaux de diffusion pour les œuvres qui sont créées dans le cadre de ce pôle. Tous ces équipements vont pouvoir être mutualisés et là aussi, vous allez pouvoir accéder à des infrastructures auxquelles un acteur culturel isolé n'aurait naturellement pas accès. Et enfin, dernier point, vous allez pouvoir accroître votre attractivité et votre visibilité. Attractivité au niveau national, vous allez vous faire connaître comme étant spécialiste sectoriel dans un territoire, ou alors comme le quartier dédié à la création et à la culture sur un territoire. Et ce faisant, vous allez pouvoir attirer à vous des compétences, des talents que vous n'auriez pas été en mesure d'attirer en tant qu'acteur culturel isolé. Et enfin, visibilité, c'est également vrai au niveau international, puisque vous allez pouvoir là aussi atteindre une taille critique, vous allez créer un nom, une marque, un label, ou alors des actions de communication ou de partenariat qui vont vous permettre de tisser des liens avec des acteurs à l'étranger qui vous auront identifié grâce à ces actions de communication. Acteurs à l'étranger avec lesquels vous allez pouvoir mener des partages de bonnes pratiques, avec lesquels vous allez pouvoir commencer à initier des projets communs, voire développer une stratégie d'export de vos œuvres, de vos contenus, de vos offres culturelles. Donc voilà un peu pour la description du type d'objet que l'on vise à travers cet AMI pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative. Et maintenant, je vais repasser la parole à la Banque des territoires Caisse des dépôts qui va vous présenter les critères de sélection et les modalités d'intervention qui vont être celles de ce dispositif. Jean, je t'en passe la parole. Merci Sébastien. Voilà, l'idée c'est que je puisse vous présenter vraiment la mécanique de cet appel à manifestation d'intérêt, que vous puissiez comprendre davantage ce qui est attendu en sus de ce qui vient d'être dit par le ministère, et puis de vous aider à aller plus vite. C'est ça, c'est vraiment ça l'idée. Un petit rappel de l'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est de susciter l'émergence sur le territoire d'une quinzaine de pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative. Je ne fais là que citer, et comme dans les slides suivantes, que citer le cahier des charges que je vous invite véritablement à télécharger. Je vous expliquerai comment, si ce n'est pas déjà fait. Il faut lire ce cahier des charges, ça doit vraiment être le texte de départ de vos réflexions. Je suis le premier à ne pas lire le manuel quand j'achète quelque chose, mais là, je vous recommande vraiment de le faire parce que tout ce qui va suivre finalement n'est qu'une
déclinaison ou une mise en graphique, en mise en page graphique de ce qui a été dit dans le cahier des charges. Donc l'objectif, c'est vraiment de susciter l'émergence, mais pas seulement, c'est-à-dire que des pôles qui n'existent pas aujourd'hui pourront exister demain grâce à ce dispositif, et puis des pôles qui existent déjà pourraient passer la vitesse supérieure grâce à ce dispositif. Donc ça, c'est le premier enseignement de cette phrase. La deuxième, c'est qu'il y a une quinzaine de pôles territoriaux qui seront lauréats à la fin de ce dispositif grâce à ce dispositif. Et quand on regarde l'enveloppe globale de 46,8 millions d'euros, ça vous donne une idée du calibre des pôles qui sont attendus in fine. Bon, au final, ça reste une opportunité très inédite, je crois, dans le secteur des industries culturelles et créatives et donc des métiers d'art, hein, avec une enveloppe qui est très importante et qui traduit une forte volonté en termes de politique publique culturelle pour faire émerger donc des pôles référents dans les territoires sur tout ou partie des industries culturelles et créatives. À qui ça s'adresse? Stricto sensu, nous apprend le cahier des charges, tous les secteurs des industries culturelles et créatives sont concernés. Souvenez-vous, en début de présentation, Sébastien, vous avez présenté ce cercle qui faisait figurer les 14 champs des industries culturelles et créatives. L'un d'entre eux est donc les métiers d'art, évidemment. Mais sachez que dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, une attention particulière, c'est comme ça que c'est indiqué dans le cahier des charges, une attention particulière sera portée aux métiers d'art, également au design, à la création de mode, ainsi qu'aux activités liées aux technologies du son et de l'image. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc les métiers d'art feront l'objet d'une attention particulière, ce qui probablement explique notre présence ici et la vôtre également. Ces pôles pourront avoir une activité qui croise l'ensemble des champs des industries culturelles et créatives ou se spécialiser dans un des 14 champs. Voilà. Donc, ça s'adresse également à des groupements d'acteurs qui, comme le disait Sébastien à l'instant, regroupent des collectivités territoriales. On verra que c'est très important. Maud l'a souligné aussi, c'est l'esprit de France 2030 en général et en particulier de ce dispositif. L'association publique-privée sera très importante dans l'élaboration de ces pôles. Les groupements peuvent être constitués également et évidemment des entreprises culturelles ou pas, petites ou grandes, émergentes ou installées, des associations, des établissements d'enseignement professionnel, secondaire ou supérieur, ou encore des organismes de formation ou des organismes de recherche. Tous ces gens-là, et ça c'est important que vous le sachiez avant de vous lancer dans une candidature, tous ces gens-là ne sont pas obligés de formaliser leur accord au sein ce qu'on appelle dans notre jargon un accord de consortium, en phase 1, c'est-à-dire au 31 mars, date à laquelle vous devez remettre votre candidature. On peut, à défaut d'avoir un accord de consortium, juste apporter, enfin faire manifester au comité de sélection que vous n'avancez pas seul, hein, mais que vous êtes accompagné par partenaires qui pourront remettre ce qu'on appelle des lettres de mandat. C'est des documents assez officiels et très simples, ça tient sur une page et qui sont en téléchargement dans le site de la consultation qui s'appelle Démarche simplifiée, j'y reviendrai. Donc le message principal, c'est que il faut dire au 31 mars que vous avez un projet, que vous n'êtes pas seul, hein, si possible, et que les partenaires pourront indiquer leur soutien par cette lettre de mandat. L'ensemble de ces dispositifs et ces 2 ans dont parlait Maud Franca précédemment qui vont nous mener jusqu'à la liste en fait de cette fameuse quinzaine de projets de pôles, c'est un processus long qui est décliné en 2 étapes. La première, c'est l'appel à manifestation d'intérêt, AMI, qui est l'étape dans laquelle on se situe actuellement et ce jusqu'au 31 mars. Date à laquelle vous remettrez, si vous le souhaitez, une candidature. Au-delà de cette date, évidemment, les candidatures ne seront plus acceptées. Cette première étape, elle est dotée, elle recouvre une enveloppe de 1 800 000 € et ça va permettre d'octroyer des subventions dites des crédits d'ingénierie pour identifier les initiatives. C'est-à-dire que vous avez durant cette première phase
vous avez l'opportunité de faire cofinancer par France 2030 une réflexion, puisque le livrable attendu sera une étude d'ingénierie. Une deuxième phase est prévue au printemps 2024, donc dans un an, et cette phase, elle s'appelle appel à projet, avec une enveloppe qui, elle, est autrement plus importante, puisqu'elle est constituée de 45 millions d'euros et elle servira à financer les projets de pôle. Donc, je rappelle, une première étape pour réfléchir, qui est l'appel à manifestation d'intérêt, et une deuxième étape pour proposer et financer donc les projets de pôle. Cette première étape dans laquelle on est aujourd'hui, et dans laquelle vous êtes également aujourd'hui, elle sert donc elle vous sert à réfléchir, elle sert aussi au ministère de la Culture, à l'État, à cartographier de manière un peu plus fine les initiatives en cours, puisque encore une fois, l'État assume une démarche très innovante et par conséquent un peu expérimentale. On ne sait pas aujourd'hui ce qui va ressortir de cette première étape qui se clôt le 31 mars, et donc on pourra, à la lumière de ce que vous produirez, eh bien, aménager ce qui, en deuxième étape, sera attendu. Le message, et il est important également, c'est que des projets non candidats ou même non lauréats de la phase 1, donc AMI, pourront quand même candidater à la seconde phase, appel à projet. On peut tout à fait imaginer qu'un pôle soit parfaitement constitué, qu'il ait pas vraiment de besoin de temps, pour, aboutir sa réflexion et son projet de pôle, et donc en fait se dise, parce qu'il est très confiant, qu'il va directement postuler, au printemps 2024 à l'appel à projet. On peut aussi imaginer que un projet qui dépose une personne, qui dépose une candidature, à la première phase le 31 mars, défendre un projet de pôle qui soit très bien, mais le projet d'ingénierie pour lequel il sollicite des sous en phase 1, ne tient pas la route. Donc en fait, tout est possible. Vous pouvez, toutefois, postuler évidemment aux 2, et donc pour ce qui est de la première phase, d'ici le 31 mars prochain. Heu, alors cette première phase, elle sert à quoi? Puisque c'est celle-ci qui nous retient, aujourd'hui et qui fait que nous sommes, ensemble aujourd'hui. Elle va servir à octroyer donc des subventions sous la forme de crédits d'ingénierie, qui peuvent s'élever jusqu'à 100 000 €. Et ces 100 000 € servent à cofinancer, 50 du total des dépenses de votre projet d'ingénierie, et parfois ce taux, qu'on appelle dans notre jargon le taux de financement, il peut être, bonifié, comme on dit, jusqu'à 70 lorsqu'une collectivité est membre de votre équipe ou de votre consortium, s'il est déjà constitué. Donc un exemple, si votre projet que vous avez déposé le 31 mars consiste en une étude dont vous estimez le budget à 200 000 €, vous pouvez solliciter France 2030 pour une demande de subvention de 100 000 €. Ça, c'est dans le cas où une collectivité n'est pas impliquée, donc à 50. Hem, les dépenses que vous avez le droit, en fait, d'injecter dans votre budget et pour lesquelles vous avez le droit de demander une subvention, c'est ce qu'on appelle les dépenses éligibles, et pour cette phase 1, elles sont simples puisqu'il s'agit en fait d'un produit ou d'un projet simple à déposer qui est une étude d'ingénierie, et donc ces dépenses peuvent être, des frais de personnel. Par exemple, une personne de votre équipe qui va effectivement travailler tout ou partie de son temps sur la réalisation de cette étude, eh bien elle est éligible, à être subventionnée. La deuxième dépense éligible, et qui est, celle à laquelle on s'attend le plus évidemment, ce sont des prestations externes. Vous avez besoin d'un expert, par exemple un expert en ingénierie culturelle pour vous aider à structurer votre projet de pôle. Ça peut être une étude, budgétaire, ça peut être une étude d'ingénierie partenariale, puisque par exemple, pour vous aider par exemple à constituer, très précisément, l'accord de consortium qui lui sera demandé en phase 2. Un accord de consortium, c'est pas facile à écrire, il faut mettre plusieurs gens autour de la table, il y a des engagements des uns et des autres, des contraintes, des devoirs, et donc c'est un document qui peut avoir, qui est très important, qui a sa technicité. Vous pourriez recourir par exemple à un juriste ou encore une fois un ingénieur en ingénieur culturel pour le réaliser. Ceci est une dépense éligible dans le cadre de cette AMI. Et enfin, des frais généraux de manière tout à fait classique.
Quels sont les critères de sélection sur lesquels vos candidatures seront jugées? Le premier, c'est l'adéquation de votre projet de pôle avec le territoire ciblé. Comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, le territoire, bah, c'est une notion très importante dans ce dispositif, c'est carrément dans le titre, pôles territoriaux et cette notion de territoire, en fait, elle est à la ce n'est pas forcément, des frontières administratives, des régions, des métropoles et cetera. C'est quelque chose qui doit, qui est à l'appréciation du candidat et qui doit faire à tout prix évidemment, l'objet d'une réflexion et d'une argumentation pour dire: «Mon projet de pôle que j'ai en tête, c'est sur ce territoire parce que j'y ai vu ceci et cela». Et donc le pôle que vous défendez doit être en lien avec ce territoire et les besoins que vous avez identifiés. Deuxième critère, c'est le caractère innovant, comme on le retrouve dans tous les appels à projets de France 2030. Et cette innovation, comme le disait Sébastien, elle peut être technologique évidemment, mais aussi d'usage, de modèle économique, de modèle de gouvernance. Euh, voilà, et donc on attend de vous que vous puissiez décrire ce caractère innovant. Troisième critère de sélection, très important, c'est la pertinence du projet évidemment. Heu, le diagnostic, par exemple, que vous faites, du territoire dont on parlait à l'instant, l ça veut dire, vous y avez identifié, des besoins, vous êtes en capacité également de dire quels sont en quoi les activités de votre pôle, permettent de pourvoir à ces besoins. Heu, la pertinence du projet en matière économique, et territoriale, la pertinence également des activités de votre pôle que vous allez pouvoir, décrire. 4e critère de sélection, c'est, la qualité du consortium ou de l'équipe, que vous constituez ou qui est en voie de constitution. On est capable, pour être un bon pôle, il faut montrer que vous n'avancez pas seul et que vous êtes donc accompagné par un certain nombre d'acteurs. Alors certes, vous êtes ce qu'on appelle un chef de file, c'est-à-dire que c'est vous qui allez, déposer, la candidature, mais vous avez autour de vous des acteurs qui, vous soutiennent. Vous pouvez inversement, rejoindre un chef de file qui lui va déposer la candidature. Toujours est-il que ce 4e critère de sélection va juger en fait de la pertinence de l'agrégation des partenaires qui se lancent dans cette aventure, en quoi elle est solide, en quoi elle est complémentaire. Enfin, la crédibilité du budget, 5e critère de sélection, la crédibilité du budget global et des opportunités de cofinancement. Et là, très important, vous aurez d'ici le 31 mars, non pas un, mais 2 budgets à proposer. Le premier, il est simple, enfin, du moins intuitivement, puisque vous allez vous solliciter en phase 1 un cofinancement de France 2030 pour financer de l'ingénierie de projet. Et donc, vous allez décrire, le budget, prévisionnel de votre étude d'ingénierie. Donc ça, c'est un premier budget que vous allez, déposer. Un deuxième sert, au comité de sélection à visualiser, en fait, votre projet de pôle et donc une estimation de budget, de ce pôle, vous est demandée pour une période de 3 ans. On assume évidemment le fait que c'est incomplet puisqu'il sera, demandé les détails de ce budget de pôle sera, demandé plutôt en phase 2 dans 1 an, en 2024 pour l'appel à projet. En revanche, le comité de sélection qui jugera de votre, candidature que vous remettrez le 31 mars prochain est obligé de savoir un petit peu ce vers quoi vous tendez en termes de, projet de pôle. Précisément, il faut et c'est un peu l'exercice, que vous devez faire, dès aujourd'hui, que nous faisons dès aujourd'hui, c'est que autant cette phase 1 qui doit requérir, toute votre attention d'ici le 31 mars, c'est, une étude d'ingénierie pour vous permettre de structurer votre projet de pôle. Pour autant, vous devez avoir une boussole dans la main qui est, en fait, qu'est-ce que c'est votre pôle que vous allez décrire très précisément dans la candidature en phase 2 l'année prochaine? Donc le cahier des charges vous donne quelques indications de ce qui sera attendu, dans 1 an et demi, sous réserve qu'effectivement de certains ajustements. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect, la démarche un peu innovante de cet appel, de ce dispositif et qui est assumé par l'État. Les subventions qui seront attribuées dans 1 an, en 2024, elles vont aller d'un plancher de 2 millions d'euros à un plafond de 4 millions d'euros pour un taux de financement de 70 du budget TTC. Ce qui vous montre en fait à quel point, c'est les projets attendus sont des projets d'envergure. On dit également que les pôles devront présenter un budget annuel de fonctionnement et d'investissement d'à minima 4 millions d'euros et articuler, leur déploiement sur un minima 5 ans.
Donc ça vous donne en fait une idée du dimensionnement. Ce sont c'est des objets importants et donc financièrement, ça doit se retrouver, enfin, budgétairement plutôt. Les dépenses éligibles, elles vous donnent aussi une idée de ce en quoi France 2030 va pouvoir vous aider à faire votre pôle. Ce sont des dépenses d'équipement, acheter du mobilier par exemple, pour faire un espace dédié à la mutualisation et au travail. Des dépenses liées à la formation, des dépenses liées à la programmation événementielle. Un pôle, ça doit vivre, il doit y avoir des événements. Les événements, ça coûte des sous et donc ce sont des dépenses éligibles. De manière classique, il y aura des dépenses de fonctionnement. Les gens de votre structure qui vont travailler spécifiquement sur le projet de pôle, ça coûte de l'argent, comme vous le savez tous. Et bien, ces dépenses, oui, de tout ou partie des charges en ressources humaines pourront être éligibles. Des coûts de structure seront éligibles également, donc aménager un espace, mais également payer un loyer pour avoir l'usage de cet espace. Les charges afférentes, ce sont des dépenses éligibles. L'internationalisation, comme disait Sébastien, c'est très important en fait de rayonner pour un pôle, et donc les charges liées, enfin les dépenses liées à l'internationalisation seront éligibles. Retenez que, puisqu'on nous pose souvent la question, France 2030 ne permet pas l'achat de foncier ni la réalisation de travaux de grosses œuvres. Donc autant les loyers peuvent être éligibles, autant acheter en fait une bâtisse pour y mettre son pôle, ce n'est pas une charge, ce n'est pas une dépense éligible. Les critères de sélection, j'y vais très vite parce que l'heure tourne et qu'ils sont très prospectifs puisque c'est des critères de sélection pour dans 1 an et demi. Mais bon, c'est toujours, hein, comme dans France 2030, le caractère structurant du projet pour la filière, le modèle économique et les ressources propres envisagées. Encore une fois, c'est une subvention d'amorçage. Vous devrez montrer que d'ici 5 ans, lorsque le dernier euro de France 2030 sera tari et consommé, vous pouvez voler budgétairement de vos propres ailes. La qualité de l'analyse de positionnement stratégique, l'adhésion des acteurs locaux, très important, la valeur ajoutée au niveau culturel, économique, social et environnemental, l'évaluation du nombre d'emplois créés ou maintenus sur le territoire. Comment déposer sa candidature? Je l'ai déjà dit, il est important dès aujourd'hui de créer un compte sur la plateforme de consultation qui s'appelle Démarche simplifiée. Vous avez un QR code qui vous permet de vous y retrouver très simplement. À quoi ça sert, Démarche simplifiée? Dans l'immédiat, ça sert à télécharger le cahier des charges. Ça sert également à télécharger les pièces administratives qui vous seront vous serez invité à les remplir et à les renvoyer en les uploadant en fait sur le Démarche simplifiée. Ça sert également à découvrir ce qui est attendu en termes rédactionnels pour vos candidatures, et ça sert évidemment à appuyer sur je valide à la fin, une fois que vous êtes satisfait de votre candidature. Idéalement, pas la veille ni le jour même du 31 mars, puisque c'est la prochaine étape à inscrire en rouge dans vos agendas. 31 mars 2023, c'est la clôture de l'AMI. Nous espérons qu'en septembre 2023, nous serons en capacité d'annoncer les heureux lauréats de cette AMI, ce qui tout de suite nous projettera en 2024 avec le fameux appel à projets, dont vous découvrirez au printemps le cahier des charges, et vous pourrez vous lancer donc dans la candidature de cette AAP. Ces 2 ans auront un épilogue avec l'annonce des lauréats à l'hiver 2025, où nous pourrons dire voici la quinzaine, du moins c'est ce qu'on estime aujourd'hui, de pôles territoriaux nouvellement constitués. Il y a une liste, cette slide n'est pas vraiment très utile puisque nous arrivons à la fin d'une longue série de webinaires. Sachez que nous avions à cœur de faire connaître ce dispositif qui est véritablement très innovant et très ambitieux par rapport à ça, en particulier pour les métiers d'art qui font l'objet, encore une fois, d'une attention particulière. Voici vos contacts. Moi-même, à la Banque des Territoires, j'ai Florent Kieffer, Emma Schneeberger, Aude Vuillet au ministère, dont les métiers et la connaissance sur les métiers d'art pourront vous aider à vous aiguiller dans la rédaction de cette candidature et au-delà. Je les remercie beaucoup de leur présence et puis de leur concours pour avoir fait connaître cette rencontre aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé. Nous allons passer à vos questions. J'ai pu, avant de prendre la parole moi-même, prendre en note quelques-unes d'entre elles. Merci beaucoup. Alors peut-être commencer tout de suite par une question de définition, je pense. Est-il possible d'expliquer les différences entre pôle territorial, pôle de
compétitivité et cluster. Peut-être que Sébastien Thévenet peut prendre rapidement la parole sur ce point-là. Cluster, c'est le terme générique en théorie économique qui est retenu pour ce type d'association, mais avec l'expérience des dernières années, c'est plus un mot qui est très à la mode, mais c'est la même idée, hein, cluster ou pôles territoriaux. Pôle de compétitivité, c'est un label qui, si je dis pas de bêtises, est géré par le ministère de l'économie et des finances. Il y en a, là aussi, si je dis pas de bêtises, 54 en France aujourd'hui, donc quelques-uns dans les industries culturelles et créatives. Mais vous pouvez très bien postuler à ce dispositif pôle territoriaux d'ICC en étant pôle de compétitivité ou non, peu importe. C'est juste une labellisation. Donc, a priori, ça peut être intéressant comme donnée à apporter à la candidature, mais ça ne sera pas un élément déterminant dans l'évaluation de la candidature. Peut-être, Sébastien, rajouter juste que c'est en fait un écosystème d'acteurs qui sont fédérés en un lieu, comme on l'a précisé dans la présentation, des acteurs de l'innovation, des métiers d'art, de la recherche, de la formation, enfin tous les acteurs qui peuvent concourir ou qui répondent aux besoins des entreprises de la filière. Voilà, je pense que c'est surtout ça qui est visé en fait par cette dénomination. Question suivante, très concrète. Le budget identifié pour finaliser les pôles s'étale sur combien d'années? 3 points d'interrogation. Alors, je me permets de répondre rapidement et Sébastien pourra compléter. Alors, première chose très importante, aujourd'hui, c'est-à-dire pour cette phase 1, il y a une estimation de budget vous est demandée pour décrire en fait quel est le modèle de votre pôle sur 3 ans. Alors, par contre, je comprends de la question que, puisqu'il s'agit de finaliser les pôles, ça, c'est vraiment une question qu'il faudra se reposer dans 1 an et demi, lorsque l'appel à projet sera ouvert. Et là, vous devrez décrire de manière beaucoup plus détaillée le budget de votre pôle. Et là, ce sera sur 5 ans. Mais retenez que d'ici le 31 mars, puisque c'est l'essentiel de votre activité et de votre concentration aujourd'hui, pour le 31 mars, une estimation de budget de pôle vous est demandée sur 3 ans. Plus un budget un budget prévisionnel de l'étude qui va vous retenir pour l'année prochaine et pour laquelle vous demandez une subvention dans le cadre de cette AMI. Sébastien, souhaites-tu compléter? Non, donc. Bon. Alors, question suivante. Les exemples que vous montrez au UK, donc en Angleterre, avec la vision transsectorielle innovante et collaborative, est très intéressante. Pensez-vous que la même approche transsecteur ICC et collaborative est un atout si le lien est fait avec l'Europe, et en particulier avec Europe Créative, Europe Créative étant un programme effectivement piloté par Bruxelles? Oui. Je ne sais pas si on ne t'entend pas, Sébastien, mais… Enfin, vas-y, réponds. Oui, l'un des objectifs, c'est de faire rayonner justement nos entreprises. Et justement, je pense des partenariats avec l'Europe est tout à fait, en effet, dans l'esprit de cet appel à projet. Merci Maude. Je vais vite parce que l'heure tourne et il y a pas mal de questions au final. Peut-être une pour le ministère, peut-être Monsieur Kiefer ou Sébastien pourront prendre la parole. Qu'en est-il du plan de soutien spécifique aux métiers d'art annoncé pour 2023 par la ministre Madame Rima Abdul-Malak? Sera-t-il possible de cumuler ces aides et accompagnements? Savez-vous quand celui-ci sera dévoilé? Merci. Non, par essence, je prends la parole. Nous ne savons pas quand le plan sera dévoilé, puisqu'il est géré par le cabinet même de la ministre. Ça vous laisse imaginer l'importance du sujet. Emma et moi, nous ne travaillons pas au cabinet, mais nous travaillons dans les services. Donc, on travaille à des sujets techniques, de longue haleine, etc. Mais nous travaillons pour le cabinet et pour la ministre. Donc, je répète, sur le jour ou le soir ou le moment de révélation, personne ne le sait à ce moment-là. Ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, cet objet-là, cet appel à manifestation d'intérêt,
le cœur du réacteur. Et il fait évidemment partie des grands moments de ce plan des métiers d'art. Donc, on est aujourd'hui tous en train d'entendre et d'écouter un des axes structurants de ce plan des métiers d'art. Quant au reste, on laissera la ministre et son cabinet décider du moment, de la forme et du fond qui sera choisi. Et désolé de ne pas pouvoir vous répondre, mais je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui a suffisamment d'importance pour se dire on est là au cœur d'un des projets phares du plan de la ministre pour les métiers d'art. Peut-être rajouter juste un point, parce que je pense que c'est important. Comme vous avez vu, il y a 2 phases, une AMI et un AP. Et que c'est vrai, à l'issue de l'AP, ça peut paraître pas beaucoup. Il y aura 15 projets qui sont sélectionnés. Donc, c'est évidemment les projets les plus ambitieux, etc. Toutefois, la première phase, elle donne l'occasion déjà de structurer des initiatives et elle pourra servir justement après si les projets ne sont pas retenus forcément au travers de cette AP, le travail que vous allez faire de structuration du pôle, parce que l'idée, c'est de structurer donc une initiative collective avec différents acteurs. C'est aussi de créer une stratégie commune, de définir justement un programme pour l'ensemble de ce pôle et aussi un budget. Toute cette partie-là, donc qui va être la première étape et qui peut être la structuration de ce pôle, elle pourra de toute façon vous servir, même si vous n'êtes pas retenu par l'appel à projet, elle pourra être après reprise au niveau plus local avec la région, etc. Et c'est donc aussi vraiment une occasion, comme on le disait au début, de structurer toutes vos initiatives, de les rendre plus fortes, de créer vraiment des intelligences collectives et des environnements qui puissent vous permettre de répondre collectivement à des sujets qu'individuellement, c'est plus difficile, évidemment, de pouvoir répondre. Merci. Question suivante. Est-ce qu'une communauté de communes rurales composée de petites entreprises métiers d'art avec une dominante céramique et ayant pour objectif de structurer une filière métier d'art pour répondre au cahier des charges, pour réaliser l'étude de faisabilité de cette filière et la construire? Alors, il n'y a pas vraiment de question. Si la personne est là, elle peut préciser, mais moi, ce que je comprends, c'est que, est-ce qu'une communauté, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'une communauté de communes, peut postuler? Est-ce qu'une communauté de communes, qu'un pôle dans un milieu rural vous paraît éligible? Et est-ce qu'une étude visant à étudier la faisabilité de la création d'une filière autour d'un pôle est éligible en phase 1? Ça fait 3 questions. Est-ce que Sébastien souhaite répondre? Ou moi, comme vous voulez. Bon, moi, oui. Vas-y, Sébastien, vas-y. Si tu veux. Non, pour moi, c'est tout à fait éligible. On avait justement, on nous a dit que ça pouvait être aussi l'occasion de cet appel à projet de revitaliser certains territoires grâce à la culture, de recréer de l'emploi grâce à la culture. Donc là, si ça peut en effet développer une activité économique dans un territoire rural, au contraire. Justement, après, c'est évidemment que le projet réponde à la taille critique de l'ambition du pôle, mais c'est tout à fait éligible. Et comme je vous ai dit aussi, même si vous n'êtes pas retenu par le pôle, ça peut être après des projets, s'ils sont bien structurés, qui vont servir à d'autres financements après. Merci. Alors, faut-il déjà être un pôle en cours de structuration pour pouvoir répondre, ou bien cette étape doit-elle permettre d'aller sur le terrain, faire du diagnostic territorial, par exemple sur différentes thématiques des ICC, d'identifier les territoires mobilisables, d'engager une réflexion de projets innovants et constituer enfin les consortiums? Alors, cette phase 1 est justement faite pour faire émerger des initiatives nouvelles. Donc, si vous n'êtes pas encore constitué en tant que pôle, vous pouvez utiliser cette opportunité et mener un diagnostic, agréger autour de vous un certain nombre d'acteurs, tout un écosystème, etc. En même temps, il faut être en mesure de démontrer que vous avez derrière vous un écosystème qui est susceptible de vous suivre. Donc, si vous avez d'ores et déjà des lettres d'intention, des lettres d'engagement qui montrent que vous n'êtes pas un acteur isolé, mais que vous avez une capacité à mobiliser, ça sera, je pense, important au moment où votre projet sera évalué.
Merci. On a une question sur plutôt le dimensionnement et probablement en lien avec cette fameuse question du territoire. Peut-on envisager une association des deux modèles proposés, c'est-à-dire un modèle sectoriel avec un cluster territorial intersectoriel et le modèle sectoriel, mais dans une dimension nationale, notamment afin d'associer des entreprises qui sont réparties nationalement sur le territoire du fait d'un marché de niche? C'est envisageable. C'est envisageable. La difficulté, c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le côté réseau physique et sur le concept de proximité en ce qui concerne le territoire. Il ne s'agit pas de financer des réseaux virtuels qui s'étendent sur l'ensemble du territoire national. Vous pouvez avoir un centre de gravité très marqué et quelques acteurs très ponctuellement qui sont un peu éloignés et que vous êtes en mesure d'intégrer à l'écosystème. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette implantation locale sur un même territoire, arriver à regrouper des acteurs culturels qui vont créer un écosystème, qui vont générer des synergies, qui vont générer une complémentarité. Donc, c'est vraiment l'exception, en fait, ces quelques acteurs isolés que vous allez pouvoir rattraper, qui vont être un peu plus éloignés du centre de gravité de votre écosystème. Merci. Question rapide. Est-ce qu'il y a une mairie d'arrondissement seule peut être concernée? Alors, il n'est pas précisé si c'est concerné par le pôle, la candidature à l'AMI, la candidature à l'API. Ça semble, juridiquement, c'est pas infaisable, mais par contre, c'est toujours, retenez bien l'ambition, la taille critique que doit avoir ce pôle et le budget de fonctionnement qu'on a précisé, donc de 4 millions d'euros. Donc, il faut aussi que ça réponde en termes de taille critique, de nombre d'acteurs, d'impact sur la filière, à ce qui est attendu dans le cadre du cahier des charges. Merci. Nouvelle question, l'appel à projet finance donc 70% de la première année de fonctionnement du pôle qui devra s'autofinancer les années suivantes. Est-ce bien ça? Alors je me permets de répondre. Non, c'est pas tout à fait ça. Donc l'appel à projet peut financer effectivement, peut permettre d'octroyer une subvention qui finance jusqu'à 70% du budget de pôle. Mais ce n'est pas uniquement sur la première année, puisque c'est un financement qui est pluriannuel. En revanche, sur 5 ans en l'occurrence, en revanche, ce qu'il est attendu, c'est effectivement que lorsque cette subvention d'amorçage est consommée, eh bien, le projet puisse s'équilibrer sans le soutien de France 2030. Donc l'autofinancement, s'il s'agit de ça, puisqu'en reprenant les termes de la question, doit être attendu à l'issue du soutien de France 2030. Et on s'attend évidemment à ce que la première année il soit moins important, que les ressources propres montrées par le candidat soient peu importantes en première année, un peu plus importantes en deuxième, encore un peu plus importantes en troisième, jusqu'à arriver à une autonomie financière au bout des 5 ans. Est-ce que Maud ou Sébastien souhaitent compléter sur ce point-là? Nouvelle question qui nous vient à l'instant, d'ordre financier. Une péréquation financière publique est-elle possible in fine, même lorsque le pôle est en vitesse de croisière après les 5 ans? Par exemple, avec des financements autres ex-EPCI, régions, et sur des missions, déficitaires par nature, expo, musée, mais qui contribuent à un écosystème stimulant sur les ICC. Pardonnez-moi, il y a beaucoup d'incises dans la phrase, mais ce que je comprends, c'est que, si je tente de répondre, c'est que, en effet, une des manières dont le pôle peut montrer au bout de 5 ans son autonomie financière par rapport au fait que la subvention France 2030 se tarit au bout de 5 ans, c'est une des options, c'est effectivement d'aller s'adresser à des collectivités, notamment, comme le dit la question de monsieur, pour financer des choses qui n'ont pas de modèle économique, et donc qui sont par définition déficitaires, d'après la question, encore une fois, chacun pourra juger, mais par exemple, exposition au musée. Je rajoute juste tout simplement que c'est quand même, en effet, de toute façon, les régions doivent être associés aussi étroitement à ces projets que vous allez élaborer, parce que évidemment c'est important que ces projets s'inscrivent
dans la politique de développement économique et aussi culturel de la région. C'est un gage aussi de pérennité de vos actions. Maintenant, comme je l'ai dit au tout début aussi, même si évidemment il est très souhaité que les collectivités participent et soient dans la gouvernance du projet, il est important également que les entreprises soient mobilisées et qu'elles s'engagent aussi financièrement dans le projet. C'est une marque aussi que finalement le pôle, la création, le programme que vous allez proposer, les solutions, les environnements que vous allez vous proposer vont être créateurs de valeur pour ces acteurs professionnels et donc qu'ils soient aussi complètement associés à la gouvernance et au financement du pôle. Merci Maud. Une autre question, les autres investisseurs doivent-ils être locaux ou peuvent-ils être internationaux? Alors peut-être juste pour rappeler que France 2030, c'est quand même pour financer des entreprises et des entreprises françaises. Donc bien sûr, comme tout à l'heure, il peut y avoir des partenariats avec l'international. Par contre, la destination des financements sont pour évidemment des entités françaises, des établissements français. Ça, c'est un point particulier parce que l'objectif, c'est quand même de créer des emplois sur le territoire français. Merci. Pour rester dans les questions de budget, eh bien, voici une nouvelle question. Quels sont les critères qui définissent, selon vous, un projet ambitieux et quels sont les critères financiers et donc chiffrés à retenir pour la viabilité, entre guillemets, d'un projet en phase d'amorçage? Autrement dit, et par exemple, seuil de marge nette par rapport au volume de cash burn global de l'entreprise. Si un cash burn mensuel de l'entreprise est égal à 30 000 € et la marge nette de 10%, est-ce que cela est viable pour vous ou faut-il viser une marge nette de 20%, 30% ou encore 40%? Alors, on ne se situe pas au niveau de l'entreprise, hein, c'est vraiment au niveau du projet collectif. Viabilité, en fait, plus simplement, ce qu'on entend, c'est, encore une fois, on aura une intervention de France 2030 en amorçage, donc qui doit vous permettre de financer un certain nombre d'investissements. Et une fois qu'est intervenu cet investissement, enfin ce soutien en amorçage qui vous permet d'absorber vos investissements, vous nous démontrez via un plan d'affaires crédible avec des éléments objectivables que vous êtes en capacité d'assurer votre équilibre économique. Encore une fois, souvent, ça passe par la création de ressources propres, où vous montrez qu'en face de vos besoins d'investissement futurs et en face de vos coûts de fonctionnement, vous avez des rentrées d'argent qui vont vous permettre d'assurer cette pérennité. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui est de l'ambition, Jean a cité un chiffre que l'on a mis dans le cahier des charges pour la phase 2. C'est un budget de 4 millions investissement plus fonctionnement total pour le pôle par an à l'issue de la construction du pôle. Il faut avoir en tête que ce chiffre est à date, c'est un ordre de grandeur que l'on a donné pour que vous ayez un horizon sur la taille du projet que l'on attend. Ce sera un chiffre qui sera susceptible d'être ajusté en fonction des structures, des candidatures que l'on aura identifiées à l'issue de la phase 1. Et enfin, dernier point, ayez en tête que en fait, c'est un concours, c'est un appel à candidature où vous allez être en concurrence les uns avec les autres et que nous visons in fine environ 15 pôles sur l'ensemble du territoire national. Donc, il s'agira de soutenir les projets les plus ambitieux et les mieux structurés. Donc, pensez aussi à cette comparaison et notamment à une échelle régionale. Il s'agit d'arriver à structurer autour de vous l'écosystème qui sera le plus en mesure de démontrer sa capacité à assurer sa pérennité économique et en même temps la taille de l'écosystème et la taille des projets qui sont portés par ce pôle. Merci. Une question juridique. Quelle forme juridique peut prendre ce pôle? On est assez agnostique en la matière. Oui. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même une gouvernance qui soit bien définie. Après, la nature de cette gouvernance, le type de portage juridique, ça peut être divers. Ce qui est important, c'est justement que les acteurs publics et privés puissent être aussi associés à cette gouvernance.
Merci. Nouvelle question. Bonjour. S'il y a plusieurs projets dans une région, point d'interrogation. Sur la phase 1, les projets peuvent être présentés, point d'interrogation. Ou bien les projets doivent présenter un seul dossier de candidature. Alors, je peux peut-être faire une tentative de réponse, mais je vous invite, Sébastien, Maud, à compléter. Oui, il y aura invariablement plusieurs candidatures sur une région. Par contre, le message que je voudrais faire passer aux candidats dès aujourd'hui en phase 1, c'est de prendre connaissance du territoire. Vous devez, dès la phase de candidature, interroger le territoire. C'est l'exercice principal qui vous est d'ailleurs demandé, faire le diagnostic du territoire. Et à l'issue de ça, vous devriez être en capacité d'identifier les différentes velléités de candidature des personnes et des acteurs qui sont localement sur le même territoire que vous. Alors, rien ne vous empêche de déposer une candidature alors même que vous savez qu'un acteur sur le même territoire que vous va lui-même candidater. Le message, c'est quand même que vous devez, je pense, étudier la faisabilité d'une association si vous envoyez la cohérence. Par contre, il n'y a pas d'obligation à se marier à ce stade-là. Oui. En revanche, le mouvement naturel, c'est quand même d'imaginer et d'étudier la faisabilité d'un partenariat, mais donc faut pas que ça soit artificiel non plus. Il ne faut pas que ça soit artificiel non plus de créer cette association en complément de ce que dit Jean. Et peut-être, juste, c'est tout l'intérêt aussi, le message que je voulais vous passer avant de finir, c'est si vous avez l'intention de déposer un projet, faites-le savoir, soit auprès de des DRAC, soit auprès de la direction régionale de la Caisse de la Banque des Territoires, soit auprès de votre région, pour qu'on puisse justement identifier tous les projets et puis justement à réfléchir à ce qui est le plus pertinent. Et si on voit des projets qui peuvent être cohérents, se présenter, eh bien, vous en informer pour que vous puissiez après rentrer en contact les uns avec les autres. Mais aussi, si vous êtes un petit acteur, que vous avez une action isolée, mais vous souhaitez rejoindre un éventuel pôle sur votre territoire, s'il y en avait un, eh bien, notifiez-le et identifiez-vous aussi pour qu'après, dès qu'on a l'information sur les pôles, ben, vous puissiez être contacté pour prendre contact avec ces pôles et voir sur lequel vous souhaiteriez vous inscrire peut-être. Maud, peut-être, et Jean, je rajouterai un exemple. Si je dis des bêtises, vous me stoppez immédiatement, mais dans toute la logique qui a été déclinée là depuis 1 heure par Sébastien, Jean et Maud, il est évident que si on constate qu'il y a un pôle céramique 10 km plus loin, un pôle ébénisterie 10 km plus loin, un pôle tapisserie, on va se poser des questions. C'est-à-dire que la logique est bien évidemment transsectorielle. Ce n'est pas une logique de filière, puisqu'on est dans des métiers d'art qui ne sont pas un secteur, mais qui sont au-delà des filières et qui sont par nature même, évidemment, hors de ces silos. Et il est évident que, comme vous le disiez à l'instant, Maud, il faut mieux se rassembler pour être plus fort, quels que soient les types de métiers. Voilà. Merci. Il est 17h, nous allons en terminer là. Par contre, c'est peut-être le point de départ pour vous, du moins on le souhaite, hein, de manière à ce que nous ayons de belles candidatures pour les métiers d'art. Je voudrais rappeler déjà ce que vient de dire Maud, à savoir que vous n'êtes pas seul. Vous êtes sur des territoires. Sur chaque territoire, vous avez des référents dans le ministère, à savoir les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles. N'hésitez pas à prendre attache. Idem, côté Caisse des dépôts, Banque des territoires, nous avons des directions régionales. N'hésitez pas également à les contacter. Encore une fois, le message, c'est de vous connecter sur Démarche Simplifiée. C'est là que vous pourrez faire le nécessaire d'un point de vue administratif, mais aussi découvrir les réponses, les foires aux questions. Vous êtes nombreux à poser des questions. Elles font l'objet de réponses très officielles. Et donc, n'hésitez pas à profiter du savoir qui a été rassemblé à cet endroit-là. Donc, démarchesimplifiée.fr. Vous aurez prochainement l'enregistrement de ce webinaire et de l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble.
ensemble, ainsi que le support de communication. J'en termine pas avant de remercier Xavier Long, l'INMA, son équipe, Églantine, qui ont œuvré pour que ce webinaire ait lieu. Vous étiez très nombreux et nous nous en réjouissons. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup Maud Franca, Jean, Sébastien Thévenet. Oui. si on peut juste préciser, il y avait des questions par rapport au contour des métiers d'art. N'hésitez pas à regarder sur le site du ministère, sur l'encart thématique métiers d'art, vous aurez la liste des métiers d'art qui est définie par un arrêté du 24 décembre 2015. C'est important parce qu'effectivement, c'est une liste plus ou moins restreinte et on ne peut pas accepter tout dans la nature métiers d'art. Voilà. Merci beaucoup. Merci Maud Franca, merci Florent, merci Emma, merci Sébastien Thévenet. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. à tous. Merci, au revoir.